Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir le maire de Villedieu-sur-Indre, Xavier Elbaz. Arrivé dans le Berry à 11 ans, une enfance à Villedieu-sur-Indre, puis hésitant entre des études d'histoire, de droit, de sociologie, il enchaînera par Sciences Po, une expérience américaine ou un cabinet de relations institutionnelles, puis enfin le poste de directeur de cabinet du maire de Châteauroux. Il se lancera dans sa première campagne victorieuse pour le mandat de maire de Villedieu-sur-Indre. On a parlé de campagne électorale, du métier de directeur de cabinet, de Pontignacoum ou de House of Cards, mais on a évoqué aussi Romain Grange, New York, Florent Lillo ou la FAF. Allez, je vous embarque à la découverte de Xavier Elbaz, un maire qui veut libérer les énergies. Goodberry, c'est parti. Bonjour Xavier. Bonjour. Je suis ravi d'être à la mairie de Villedieu. Je suis ravi que tu sois là. On est dans ton bureau, c'est un bureau qui te ressemble ? Je pense, parce que j'ai pas touché au mobilier quand je suis arrivé, si ce n'est au sens réel du terme. C'est que j'ai tourné les meubles, voilà, j'ai changé l'agencement. J'ai juste ajouté quelques touches personnelles, donc quelques souvenirs de campagne, quelques photos avec mes collaborateurs. On voit un tableau alors, qui est un peu caché, mais de là où nous sommes, mais de l'abbé Richomme. J'ai remplacé, il y a une niche. Ceux qui écouteront, évidemment, ne peuvent pas voir, mais il y a une niche où il y avait le buste d'une personnalité politique qui appartenait à l'un de mes prédécesseurs. J'ai remplacé par une Marianne, je trouvais un peu plus républicain. C'était quoi le buste ? Voilà. Le buste, c'était Jean Jaurès. D'accord, ok. Voilà. Alors, j'aime beaucoup Jean Jaurès, mais il y avait beaucoup de Jean Jaurès quand je suis arrivé. Il y a la rue Jean Jaurès, le buste de Jean Jaurès dans la rue et le buste de Jean Jaurès dans le bureau du maire. Donc j'ai un peu dépolitisé les choses et j'ai récupéré des vieux drapeaux qui traînaient et que j'ai rajouté également. Voilà. D'accord. Quelques bouquins que j'ai rajoutés, les mémoires de De Gaulle, quelques bouquins de Nicolas Sarkozy. Voilà, j'ai mis un peu ma touche. Souvenir de campagne, c'est quoi ? Là, j'ai mon affiche de campagne. Et à gauche, j'ai encadré dans le même cadre le programme et le bulletin de vote. Et je trouvais qu'il y avait une petite symbolique, c'est-à-dire de se rappeler comment et pourquoi on est ici. Ça ne s'adresse pas qu'à moi, ça s'adresse à mon équipe, et notamment mes adjoints, les conseillers municipaux de la majorité et à moi. C'est de se rappeler qu'on a été élus via ce bulletin de vote et sur ce programme en l'occurrence. Et ce programme, je l'ai également dans mon tiroir, ici. Et alors en fait, j'ai un petit truc. Et en fait, tout ce qu'on fait, je mets des petites croix. Je coche tout ce qu'on fait. Et je suis plutôt content parce que ça avance, tu vois, ici, partout. Et donc, je suis content parce que ça avance bien. Voilà. Pour la campagne, il y avait une mesure emblématique ? Pour moi, j'en avais deux qui étaient emblématiques. La première, c'était de mettre en place les transports en commun gratuits. Ouais. Je ne dis pas les bus gratuits parce que Villedieu n'est pas dans Châteauroux Métropole, donc on n'a pas un réseau de bus urbains comme Châteauroux. Donc ce sont les cars TER de la région. Et on l'a mis en place très rapidement, au bout d'un an et demi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez aller de Châteauroux à Villedieu ou de Villedieu à Châteauroux, vous ne payez pas. Et c'est la seule expérience, pour l'instant c'est une expérience, mais on a déjà acté avec la région que ça allait être pérennisé. Mais c'est la première fois que la région le fait. Alors ça coûte 0 à la région, ils nous envoient la facture, mais ils ne l'avaient encore jamais fait. Et ça se passe plutôt bien. Et la deuxième mesure, ça a été de baisser les impôts. Et on revient un peu sur la philosophie politique, mais mon prédécesseur les avait légèrement baissés de 0,9%. Les équipes avant moi les avaient fortement augmentés, et ce qui faisait qu'on avait des taux d'imposition qui étaient vraiment forts. Et du coup, on est à mi-mandat et je les ai baissés de plus de 7%, 7,5% depuis le début du mandat. Ce qui fait, alors j'ai demandé les archives aux services fiscaux, je voulais les taux d'imposition le plus longtemps possible. Ils m'ont donné sur 40 ans, ce qui fait qu'on est la municipalité qui a le plus baissé les impôts, au moins depuis 40 ans. Donc c'est une petite fierté personnelle. Voilà, c'est les deux mesures un peu emblématiques auprès des habitants de Villedieu. Tu penses que pour des petites villes, il y a encore une importance de la couleur politique ? C'est une bonne question. Évidemment, je pense que tout le monde dirait non, on s'en moque, etc. Je pense que dans la majorité, les gens, finalement, s'en moquent. Et ce qu'ils veulent, c'est
c'est le coin de leur rue, en fait. Savoir ce que va faire le maire pour eux dans leur commune. Donc pour la grande majorité, non. Après, force est de constater qu'on me l'a posé en campagne, cette question. Moi, j'étais militant et m'encartais dans un parti politique, à l'époque les Républicains. Quand j'étais en campagne, je ne l'étais plus. Moi, je suis plus dans aucun parti. Mais quand j'ai fait mon porte-à-porte, il y en a pas eu 150, mais plusieurs personnes m'ont posé la question. Donc pour eux, ça devait être important. Après, j'ai répondu en toute franchise. Mais voilà, l'écrasante majorité, je pense que non, mais il y en a quand même certains pour qui ça a une certaine importance. Et pourquoi t'es plus encarté? Pourquoi? Parce que je m'y retrouvais plus. Je me retrouvais plus, en l'occurrence, dans mon parti politique. Aucun autre, et c'est encore le cas aujourd'hui, sinon je serais retourné dans un parti, celui-ci ou un autre, et aucune offre politique m'intéressait. Et alors, il y a aussi une autre raison qui est liée à la campagne et à ma volonté d'être maire de Villedieu-sur-Indre. Et on revient finalement sur la question précédente, c'est que je considérais que, encore une fois, on n'est pas Châteauroux. Châteauroux soit politisé, c'est normal, c'est une ville-préfecture, elle est politique, comme toutes les villes-préfectures. Villedieu n'est pas Châteauroux, donc il y avait pour moi la volonté de justement dépolitiser ma candidature. Je pouvais apparaître comme le type qui venait de Châteauroux, avec toutes les rumeurs qu'on a pu entendre, envoyées par Gilles Averrousse, etc. Évidemment, ce n'a pas du tout été le cas. Et donc, je voulais justement dépolitiser ma candidature, premièrement. Deuxièmement, ce que je voulais, c'est également avoir une équipe assez large pour constituer ma liste. Moi, sur ma liste, j'ai une militante France Insoumise ou communiste, qui, en tout cas, pour la dernière élection présidentielle, a publiquement appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est une de mes conseillères municipales avec qui je m'entends très très bien, qui a de bonnes idées. Souvent, quand j'ai besoin de lui demander des conseils sur ses thématiques de prédilection, je l'appelle et vraiment, on s'adore. Est-ce qu'elle serait venue avec moi si ça avait été une liste Les Républicains? Je ne lui ai pas posé la question, mais je pense qu'elle n'aurait pas franchi le pas. Donc voilà, il y avait également cette volonté d'élargir pour avoir une équipe la plus large possible et également pour que les électeurs puissent se retrouver. Je ne voulais pas non plus que ça puisse faire fuir certains électeurs qui auraient pu se dire lui, je l'aime bien, ou son programme me plaît, ou son profil me plaît. Mais j'ai pas envie de voter à droite, j'ai jamais voté à droite de ma vie, donc ça m'embête. Donc voilà, dans une volonté de rassemblement, ça a également compté dans le fait de ne plus être dans un parti politique. Et le fait d'avoir une expérience de maire, ça t'a quand même changé par rapport à avant? Et d'être plus, oui, c'est drôle. Plus œcuménique? Oui, bien sûr. Alors c'est drôle parce que Delphine Chambonneau, qui est la conseillère municipale socialiste de Châteauroux, qui a été la secrétaire départementale du PS jusqu'à il y a encore peu de temps, donc on se connaît bien. Et après un match de foot à la Berrichonne, on discute autour d'un verre et elle me dit tiens, mes amis me disent que plus ça va, plus tu deviens un maire de gauche. Elle m'a dit ça. Mais non, mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, je me pose évidemment pas la question politique dans l'action que je fais, mais une des premières choses que j'ai faites, c'est rendre la médiathèque gratuite. C'est-à-dire avant, les habitants payaient pour être abonnés à la médiathèque. C'est plus le cas. Pour moi, l'avantage, c'était qu'il n'y ait pas de barrière à l'accès à la culture. Certains pourraient dire que c'est de gauche, par exemple. Après, pour moi, c'est aussi du pragmatisme. Et j'avais évidemment cet objectif-là. Ensuite, ça nous rapportait vraiment pas beaucoup d'argent. Et la gestion justement des flux financiers à médiathèque nous coûtait presque aussi cher que les recettes. Donc, ça n'en valait pas la peine. Je considère que les maires, quels qu'ils soient, là pour le coup je pense que peu importe les villes, je l'ai dit, certaines villes sont plus politisées, mais je pense qu'on est quand même tous frappés par le sens du pragmatisme, et si on ne l'est pas, on le devient parce que ça s'impose à nous. Donc au bout d'un moment, c'est une expression évidemment qui a été utilisée énormément, mais les gens se moquent de savoir la couleur politique, leur trottoir il est ni de gauche ni de droite, donc eux ce qu'ils veulent c'est que leur trottoir soit propre. D'accord. Tu te souviens du moment où tu as décidé de te lancer dans la campagne? Je m'en souviens tout à fait. Je déjeunais avec je vais pas dire un ami, avec un pote. C'est la même chose. Non, je fais une différence. Des amis, des vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Des potes ou des copains, c'est pas pareil. Non, je fais la différence. Okay. Donc c'était plutôt un bon pote. On se connaissait pas depuis très longtemps, habitant à Villedieu-sur-Indre, et justement on se connaissait un peu, mais par des amis en commun surtout. Là, on décidait de prendre le temps de déjeuner juste lui et moi. C'était au Paris, au pied de l'hôtel de ville de Châteauroux. Et lui, il me dit écoute, moi je vois ce que vous faites à Châteauroux avec Gilles Averrousse. C'est formidable, dynamique, ça bouge, etc. Nous, le maire actuel, il ne devrait pas se représenter.
ça ferait du bien d'avoir un second souffle, d'avoir un maire jeune. Tiens, pourquoi tu ne te présenterais pas à la mairie de Villedieu, sachant que j'ai grandi à Villedieu. Et ma première réaction, ça a été non, mais ça va pas. Alors, je vais être très honnête, vu mon parcours, qui est un parcours politique, évidemment que j'avais dans le coin de la tête la volonté un jour, et tout est dans le un jour, de me présenter à une élection. Mais je m'étais jamais mis une date butoir, et encore moins la prochaine élection dans 2 ans, parce qu'on était en 2018, en mars 2018, par là. Et je lui dis non, c'est fou. Enfin, et le soir, quand je me couche, évidemment, la graine commence à germer et je commence à y réfléchir. Et je commence à regarder la situation à Villedieu, et je commence à regarder les acteurs qui pourraient être candidats à Villedieu, et je commence à regarder les résultats des dernières élections à Villedieu, et je commence à comprendre qu'il y a un trou de souris. Et quelques semaines plus tard, je rappelle ce copain et je lui propose qu'on redéjeune ensemble. Et je lui dis, bon, raconte-moi maintenant comment ça se passe à Villedieu. Et lui me dit, ah, j'en étais sûr. Et je lui dis, non, vraiment, c'est pas, on verra. Et ensuite, j'ai eu vraiment envie d'y aller. Encore une fois, pour moi, il y avait un trou de souris. Pourquoi il y avait un trou de souris ? Parce que sur le papier, c'était censé être perdu d'avance. Et cette phrase, je l'ai entendue. On me l'a dit. Un journaliste me l'a dit. J'ai un responsable d'un club de sport qui m'a dit tu sais que tu vas faire 10%, etc. Moi, on a passé la campagne à m'expliquer que j'allais perdre. Et j'avais face à moi le fils de Jean-Paul Thibault, qui a été le maire illustre emblématique de Villedieu-sur-Indre. Moi, j'avais quitté Villedieu depuis plus de 10 ans. Mon adversaire, qui était François-Philippe Thibault, le fils de Jean-Paul Thibault, il vivait toujours. Enfin, sur le papier, vraiment, il n'y avait aucune raison qu'on puisse parier sur moi. On y reviendra, j'imagine, mais il y a eu une bascule à un moment, à la fin de la campagne, où là, c'était l'inverse, où tout le monde me disait que j'allais gagner. Et donc, quand j'ai pris la décision d'être candidat, j'ai pas demandé l'accord, mais si la réponse avait été négative, j'aurais été dans une situation compliquée. J'en ai simplement parlé à mon patron, qui est le maire de Châteauroux, puisque je suis le directeur de cabinet de Gilles Averrousse. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de fantasmes ici et ailleurs sur le fait que j'aurais été envoyé par Gilles Averrousse dans une volonté de conquête presque napoléonienne du département de l'Indre. Dans la réalité, les choses sont beaucoup moins intéressantes. Tous ceux qui sont déjà allés dans son bureau savent comment ça se passe. Il a 3 portes à son bureau, la porte principale, une porte vers son directeur de cabinet, donc vers mon bureau, et une porte vers sa secrétaire. Et je rentre dans son bureau, il signait ses parapheurs. Donc il signait, et puis moi, il ne me regarde pas, et puis je lui demande si je peux lui parler. Il me répond oui, mais sans me regarder, toujours en signant. Et là, je ferme du coup les 3 portes. Et là, il comprend qu'il y a un sujet. Donc, il s'est arrêté, il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et j'ai tourné autour du pot jusqu'à ce que je lui dise que je voulais être candidat. Et il m'a dit 2 ou 3 phrases. Et il m'a dit « Ah, c'est ça, tu parles d'une originalité. Le collaborateur qui veut être élu, c'est vieux comme le monde. » J'ai eu un premier soulagement. Et il me dit « Mais qu'est-ce que tu attends de moi, du coup ?» Je lui demande « Mais du coup, monsieur le maire, vous y opposez, vous me soutenez ?» Et il m'a répondu « Soyons clairs, je ne vais pas m'y opposer. Je serais vraiment dans la mauvaise position pour le faire, parce que quand il était directeur de cabinet lui-même, il était également maire en même temps. Mais il me dit, mais soyons clairs, moi je m'impliquerai pas dans la campagne. Hein. Je veux pas me mêler de ça. Hein. Ça, c'est pas mon affaire. Je pense que tout de suite, il a eu l'intelligence de comprendre que effectivement, l'image qu'il pourrait donner en s'impliquant, ça aurait été justement cette fameuse rumeur de volonté d'envoyer un collaborateur, etc. et d'hégémonie. Voilà comment ça s'est fait. Donc j'y suis allé en pensant qu'il m'interdirait de le faire. Et au contraire, il m'a dit fais ce que tu veux et ça ne me regarde pas et je ne veux pas m'y mêler. C'était plutôt ça. Et il ne s'est pas mêlé de ma campagne d'ailleurs. Voilà comment j'ai été candidat. D'accord. Directeur de cabinet, c'est un peu un job de l'ombre. C'est vrai sur le fait qu'il y a beaucoup de fantasmes parce que les gens déjà ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent bon, c'est quoi directeur de cabinet ? J'ai plusieurs définitions. La première, c'est le bras droit du maire, voilà, pour faire simple. La deuxième, si on rentre dans le détail, c'est le rouage entre le maire, les élus, l'administration, voire même les habitants. On est vraiment une espèce de rouage. Et enfin, j'ai ma propre définition, c'est que le directeur de cabinet est là pour faire en sorte que les décisions du maire soient appliquées. En lien avec les services, parce qu'il y a un directeur général des services. Quand vous regardez l'organigramme, c'est simple, sous Gilles Averrousse, je vais dire au même niveau, il y a deux personnes, le directeur général des services, qui est le patron de l'administration, et le directeur de cabinet. Le patron de l'administration et l'administration ne font pas de politique. Le directeur de cabinet, c'est un poste qui est très politique. Il est pas, moi, je ne suis pas fonctionnaire, je suis contractuel de la fonction publique, mais je ne suis pas fonctionnaire. Je suis très lié au maire, c'est-à-dire que statutairement, évidemment, de manière relationnelle, il y a une relation de confiance. Mais mon contrat est lié à sa personne. C'est-à-dire que si le maire de Châteauroux décède dans un accident de voiture, mon contrat de travail s'arrête automatiquement à minuit.
Et si à l'inverse, il peut me renvoyer presque dans la seconde, il y a une clause assez générale qui s'appelle rupture de confiance. Il lui dit bah, maintenant on s'entend plus, bah, donc on met fin au contrat. Mais on l'accepte, hein. C'est dans le contrat. Donc voilà, c'est le conseiller, le bras droit du maire, avec ma propre définition qui est que je dois faire en sorte que ce qu'il décide devienne réalité et soit appliqué. Donc on travaille beaucoup évidemment avec l'administration et beaucoup avec les élus. Et on est un lien entre tout ce beau monde. Ok. Et si on recule dans le temps, comment tu arrives à ce poste-là? Il y a plusieurs manières d'être directeur de cabinet. On voit les profils. Tu as le profil très militant, impliqué dans un parti politique, qui fait la campagne électorale et du coup l'élu le garde auprès de lui. Il y a ensuite le profil études supérieures, management des collectivités, etc. Sciences Po, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, ça, c'est pas mon profil. Donc, moi, j'ai été impliqué, j'ai travaillé dans un siège d'un parti politique, à l'époque l'UMP. On est en 2009 à Paris. Et donc là, je me suis fait mon petit réseau politique et à ce moment-là. Et je suis resté vivre à Paris, où j'ai travaillé justement à Sciences Po. J'ai travaillé au cabinet de la présidente à l'époque de RDF, c'est Enedis maintenant. C'était Michel Bellon. Et j'ai eu un peu le mal du pays. Et le directeur de cabinet du maire de Châteauroux d'alors, qui était Jean-François Maillet, son directeur de cabinet, c'était Gilles Averrousse, le maire actuel. Je lui envoie, on est en 2012, et je lui envoie mon CV en lui expliquant que la vie parisienne, c'est sympa, mais que moi, chez moi, c'est Châteauroux, et que je veux revenir à Châteauroux. S'il entend parler d'opportunités pour du travail, mais pas forcément à la mairie, hein, c'était de manière générale. Il me dit oui, bon, bah, pas de souci. J'ai eu une petite expérience d'un an pour des campagnes électorales aux États-Unis, où j'ai vécu à New York pendant un an, de 2011-2012. Donc à mon retour, j'envoie cette lettre à Gilles Averrousse, en l'occurrence cet email. Je travaille 2 ans dans un cabinet de relations institutionnelles à Paris, 2012-2014. Et en 2013, Gilles Averrousse est déjà en campagne. Et on est la dernière semaine entre Noël et le jour de l'an. Je suis chez moi, je regarde la télévision et Gilles Averrousse m'appelle. Et me dit, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Si je suis élu dans 3 mois, je veux que tu rejoignes mon cabinet, tu sois mon collaborateur. Je m'y attendais pas, et même à ce moment-là, je m'étais plutôt résigné à rester vivre à Paris encore quelques années. Et je lui dis, écoute, j'ai besoin d'y réfléchir. Il me dit, bon, de toute façon, il reste 3 mois de campagne, hein, donc prends ton temps. 24 heures plus tard, je lui ai envoyé un SMS, et je lui ai dit, ok, banco, on y va. Il a été élu, et en fait, ça a été un tourbillon après, et les gens ne s'imaginent pas. Et moi, je ne l'ai pas non plus compris, jusqu'à ce que je travaille auprès de lui, où après, j'ai vu que c'était la réalité. Mais c'est que j'ai pas eu de nouvelles pendant 2-3 semaines, avec aucune réponse de mes messages. Et là, je me suis dit, ouais, bon, bah, non, j'aurais pas le poste. Et 2 ou 3 semaines plus tard, il m'appelle, il était sur la route, il me dit, ah, je suis désolé, ça a été vraiment l'enfer, pas une seconde à moi, etc. Et moi, j'étais de ceux qui se disaient, non, enfin, bon, le temps, si on veut, on l'a, quoi. Et maintenant que je travaille avec lui, je me rends compte que c'est chaud, quoi. Les gens ne se rendent vraiment pas compte. Et que des fois, c'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est quand vous avez les rendez-vous qui se superposent, que vous avez 2 rendez-vous en même temps, et c'est comme ça toute la journée, que vous devez courir, etc. Vous n'avez pas le temps, et que il y a vous avez Pierre, Paul, André, et puis Tutti Quanti, et puis il y en a 50 qui considèrent tous que c'est urgent. Donc il m'a rappelé quelques semaines plus tard, et il m'a dit, au fait, oui, t'inquiète pas, je ne suis pas oublié, la RH va t'appeler, et on y va. Et donc je suis arrivé, lui il a pris ses fonctions début avril 2014, et je suis arrivé fin mai 2014, un mois et demi après. D'accord, ok, top. Ton enfance ici à Villedieu? Moi j'arrive à Villedieu à 11 ans. 11 ans. J'ai vécu mes 10 premières années à Nice. Ma mère et mon père divorcent, et ma mère rencontre quelqu'un qui vivait à Châteauroux. Et elle travaillait dans la banque, à la BNP, et lui, il travaillait dans une TPE, PME de Châteauroux. Donc elle, la force du grand groupe fait qu'elle pouvait se faire muter. Et quand vous êtes à Nice et que dans un grand groupe et vous demandez à vous faire muter à Châteauroux, ils disent oui. Ils disent oui tout de suite. Et ils vous donnent même une promotion, ce qui a été le cas. Ils disent oui, allez-y, on vous nomme même directrice d'agence. Donc ça a été le cas pour elle. Et donc du coup, on s'installe chez mon beau-père à Châteauroux pendant quelques mois, le temps de trouver un logement adéquat à cette famille recomposée. Et donc on arrive à Villedieu à ce moment-là, en décembre 2001. Tu te rappelles de premières impressions? En fait, j'ai un souvenir qui est drôle. À 10 ans, quand j'arrive ici, Ouais. c'était pas à Villedieu, le tout premier souvenir que j'ai, mais que je trouve très amusant, c'est que j'habitais à l'IFR,
qui est le CTR aujourd'hui, qui est le centre technique régional de football. Alors, j'étais évidemment pas footballeur, mais à l'époque, c'est plus le cas. Il y avait 2 appartements qui étaient loués par le département. Et mon beau-père habitait dans l'un de ces appartements-là. Et j'allais au collège Touvent, Lafayette aujourd'hui, et j'y allais en vélo. Et le premier hiver, il y avait les mares, enfin, c'est pas des mares, pardon, c'est des flaques de boue qui étaient gelées. Et j'ai un souvenir où je m'arrête en vélo et je touche avec un bâton. Parce que à Nice, j'avais jamais vu ça, quoi. Et donc, j'en revenais pas. Et ça, c'est le premier souvenir parce que je venais d'arriver. Et le tout premier souvenir également, mais qu'il y a une personne qui m'est chère, qui en plus qui est mon meilleur ami et qui, je sais, qui a répondu à ce micro, qui est Romain Grange. Et justement, j'habitais au CTR et Romain, lui, donc Romain Grange, est joueur à la Berrichonne. À ce moment-là, il est au centre de formation, de préformation. Et je descends l'escalier, c'était quelques jours avant la rentrée. Moi, j'avais passé tout l'été tout seul dans le domaine de Touvent, c'était formidable. Et il y avait un baby-foot. Et là, j'imagine que les jeunes venaient de faire leur pré-rentrée quelques jours avant. Et je vois un jeune blond, appareil dentaire, avec des mèches peroxydées, et qui me regarde, il me fait « T'es qui, toi ? T'es un FAF ?» Et moi, je lui dis « Un quoi ?» Et il me dit « Moi, j'habite ici. » Et il me dit « La FF, la Fédération Anti-Footeux. » Et en fait, au collège Touvent, il y avait évidemment les jeunes footballeurs qui avaient beaucoup de succès dès le collège. Et puis, il y avait tous les... Enfin, pas tous, mais un certain nombre de garçons, peut-être enclins par la jalousie, qui s'étaient regroupés. C'était les anti-footeux. Et ils s'étaient créés en groupe, la FAF, la Fédération Anti-Footeux. Et donc, voilà, c'est mes 2 premiers souvenirs quand je suis arrivé à Châteauroux. La météo et l'hiver plutôt rude quand on vient du sud de la France. Et ma première rencontre avec celui qui est, plus de 20 ans plus tard, toujours mon meilleur ami. Voilà. Génial. Et comment se passe la scolarité ? Bien. Donc, je reste à Touvent, mais pas longtemps, parce qu'après, on déménage à Villedieu au bout de quelques mois. Donc, je vais au collège Les Sablons à Busancé, puis au lycée Jean Giraudoux. J'ai jamais été un mauvais élève, mais j'étais assez feignant. C'est-à-dire que je faisais le strict minimum. Donc, je survolais autour de la moyenne. Voilà comment ça s'est passé. Il y a des matières qui t'intéressent plus Oui, que d'autres ? l'histoire géo, j'adorais. Alors, tout ce qui était maths, ça m'intéressait pas. Et 2, j'étais très mauvais. Vraiment, maths, sciences, tout ça, vraiment très mauvais. Et au contraire, littérature, j'ai fait une section littéraire, et surtout l'histoire géo, j'adorais ça. Et j'étais plutôt bon en histoire géo, j'avais des excellentes moyennes qui compensaient du coup les maths. Et donc voilà comment ma scolarité se passait, de manière moyenne, parce que je faisais le strict minimum, avec effectivement des cours de prédilection à l'histoire géo. C'est quoi tes périodes préférées en histoire ? J'en ai plein. J'aime beaucoup toute la période révolutionnaire et post-révolution. Donc la Révolution, et puis le 19e siècle et le 20e siècle. J'aime beaucoup. Oui, non, la préhistoire, c'est pas vraiment ce qui me fascine le plus. Le Moyen-Âge, c'est une période qui est intéressante, mais je pense que à l'échelle de l'humanité, ces 2-3 siècles ont vraiment tout changé. 2-3 siècles sur des centaines de milliers d'années on suffit à ce qu'il y ait une vraie bascule entre 2 mondes aujourd'hui. Il y a des personnages historiques qui te marquent plus que d'autres ? Je vais pas être original, mais Napoléon, évidemment, parce que... Enfin, évidemment, peut-être pas, je sais que certains, au contraire, décrient Napoléon, mais il a quand même incarné la France dans le monde entier. Enfin, c'était l'homme le plus puissant au monde à cette époque-là. J'aime beaucoup, évidemment, De Gaulle. Alors là, c'est d'un cliché quand on est un élu et qu'on est de droite, mais j'aime beaucoup De Gaulle parce que à un moment où le courage, au moins dans les personnalités publiques et les personnalités à responsabilité, parce que le courage, il était évidemment dans tous nos villes et villages, et il suffit de regarder le nombre des justes, etc., et de tous nos résistants, etc., dans nos villages, pour voir qu'évidemment le courage était partagé. Mais dans ceux qui étaient en responsabilité, il n'y en avait pas beaucoup. Et on oublie un peu, mais De Gaulle a été condamné à mort à ce moment-là. Il part à Londres parce qu'il est condamné par contumace, parce qu'il n'est plus en France, et il est condamné à mort. Enfin, je trouve ça fascinant comment certains peuvent avoir un destin. Voilà. Ce type-là, c'est extraordinaire, quoi. Il a eu un destin. Il a sauvé la France à ce moment-là, et il a un destin qui est extraordinaire. À quel moment, c'est ça qui m'intéresse, à quel moment il y a une bascule, à quel moment il prend la décision, il prend le risque qui va changer, 1, toute sa vie, 2, en plus, le cours d'un pays, et en l'occurrence, le cours d'un continent. Donc, finalement, quand on parlait d'eux, j'aime beaucoup ceux qui ont incarné la France avec panache, avec courage, à travers le monde. D'accord. Et après le bac, tu veux faire quoi ?
Oh, bah ça, c'est une très bonne question. Je me suis beaucoup posé. J'ai beaucoup hésité, à tel point que j'ai même changé de filière de licence pendant l'été, entre le bac et la rentrée universitaire. J'ai même changé de voie. Mais j'étais très hésitant. Je voulais faire de l'histoire géo, évidemment, parce que c'était ma matière préférée. Plutôt prof ou chercheur? À ce moment-là, je m'étais dit prof. Voilà. Ensuite, je parle avec un ami qui est Brice Taillon, qui est avocat dans l'Indre et qui est aujourd'hui adjoint au maire de Châteauroux. Et lui me convainc d'aller faire du droit. Et j'y vais. Je change de cursus pendant l'été. Je fais ma rentrée dans le droit. Je fais une journée de droit. Et je dis non, c'est pas pour moi. Une journée. Une journée. Je sais, c'est pas pour moi. Je me réinscris en histoire. Et pourquoi c'est pas pour toi? Je sais pas. Tout ce qui s'y disait m'intéressait, mais pas du tout. Et je me suis dit, je peux pas faire une journée de plus. Vraiment. Ça va être d'un ennui profond. Je vais gâcher mon année. C'est pas pour moi. Donc j'ai arrêté au bout d'une journée. Non, mais au moins, je sais ce que je veux, quoi. Je perds pas de temps. Et donc, je m'inscris en histoire géo. En même temps, je goûte à l'indépendance, puisque avec un de mes amis du lycée, on décide de se prendre une colocation. Donc, à 18 ans, moi, je pars de chez moi pour rester dans le coin, parce que j'étais à Châteauroux. Hein. C'est juste pour prendre mon indépendance avec des potes, en colocation. Enfin, voilà, c'est la belle vie. Et je travaille à McDonald's en même temps. Et je gagnais 700, 800 euros par mois. En ville? Ouais, en ville. 700, 800 euros par mois. Mais pour moi, c'était extraordinaire. Enfin, je passais de 0 à 700, 800 euros par mois. Et puis, j'avais mon appart, en coloc, on divisait les frais. Puis, je suis bon, on vit bien finalement. Donc, du coup, j'ai commencé à être beaucoup moins assidu en fac. Et puis, j'ai arrêté. Puis après, je me suis dit que j'allais peut-être pas faire ça toute ma vie non plus. Et mes amis du lycée me manquaient. Et mes amis les plus proches étaient à Poitiers. J'ai regardé ce qu'il y avait à Poitiers. Et j'ai fait. Je me suis dit, oh, il y a sociologie, ça me plaît bien. Et donc, j'ai fait après une licence de sociologie, où je ne suis pas allé au terme de ma licence, puisque j'ai eu une offre d'emploi au siège de mon parti politique. Et moi, qui étais déjà très militant, dès 15-16 ans, j'étais militant, je me suis dit, je ne peux pas laisser l'opportunité. Et c'est ça qui, du coup, professionnellement, a donné toute ma voie. Donc, finalement, les études supérieures, je n'ai pas achevé mes études supérieures. Et quand tu dis que tu es militant, tu milites pour quelle campagne? Il faut savoir, c'est que moi, celui qui m'a donné envie de m'intéresser à la politique, parce que je ne suis pas du tout dans une famille politisée, hein, à part dîner devant le 20h de TF1 où j'avais mes parents qui commentaient l'actualité, et l'actualité est par essence politique, c'est tout. J'ai aucun de mes parents qui est politisé ou qui a fait la moindre campagne, le moindre militantisme. Et moi, c'est Sarkozy, ministre de l'Intérieur, juste avant qu'il soit en campagne et pendant sa campagne de 2007, qui me donne envie de m'intéresser à la politique. Vraiment, je le trouvais passionnant. Quand il parlait, on comprenait, il disait des choses sur lesquelles on était d'accord. Moi, je m'en souviens de certaines phrases, mais encore aujourd'hui, je les signe des mains. Ouais. Il avait dit cette phrase, il parlait de la classe moyenne. Et il disait, vous savez, ces Français qui seront trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres. C'est-à-dire trop pauvres pour s'en sortir. Et trop riches pour être pauvres, il voulait dire, ils sont considérés, parce qu'on est dans un pays de seuil, et ça c'est un truc voilà, je pense que ça tue ce pays, ça aussi. On est dans un pays de seuil, c'est-à-dire que si vous gagnez 20 euros de plus que la règle bêtement décrétée, eh ben, vous n'avez pas le droit à l'aide. Si vous gagnez 5 euros de moins, vous avez le droit. Est-ce que pour 5 ou 10 euros, ça change vraiment votre qualité de vie? Je ne le pense pas. Sauf que pour 5 ou 10 euros, vous avez le droit à rien. Et moi, j'ai vécu ça. Mes parents donc, ont divorcé. Pendant quelques années, ma mère a élevé seule 2 enfants. Ça n'a pas été des années très faciles, notamment évidemment financièrement. Et ça, je le vivais. C'est-à-dire que moi, ma mère, je la voyais rentrer déçue, abattue, parce que il y a plein d'aides. On est dans un pays où le système social est très généreux, mais il est généreux avec les mêmes. Ce que je veux dire par là, et je précise tout de suite mon propos, c'est que quelqu'un qui a le droit à une aide, il a le droit à toutes les aides. Puisqu'encore une fois, on est dans un pays de seuil, et si vous gagnez moins de X euros, vous avez le droit à tout. Et celui qui a le droit à rien, il a le droit à rien. Et ma mère, chaque fois, parce qu'elle gagnait 20 ou 30 euros de plus, elle avait le droit à rien, et pourtant on galérait. Et donc quand moi je suis dans ma télé et que Sarko parle de ces gens-là, je me dis, mais il parle de nous en fait, c'est nous. Oui, on est trop pauvres pour être riches, c'est-à-dire qu'on ne s'en sort pas, mais en même temps, aux yeux de l'administration, ils considèrent qu'en quelque sorte, qu'on est trop riche, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et donc, j'avais ma carte bleue, j'ai 15-16 ans, et j'ai ma carte bleue électron, ce qu'on donne aux ados, là où il y a pour pas faire de découvertes. Et donc, et secrètement, même, pour être honnête, j'étais même un peu honteux, parce que comme ma famille n'est pas du tout impliquée en politique, je me suis dit, mais ils vont pas comprendre, ils vont me juger, ils vont me prendre pour un timbré. Et donc, du coup, en secret, j'adhère sur Internet à l'UMP, aux jeunes de l'UMP.
Et je reçois du coup les documentations, les invitations, etc. dans la boîte aux lettres. Ma mère, elle a jamais fait le moindre commentaire. Elle me le déposait dans ma chambre. Elle me fait tiens, c'est pour toi. Elle m'a jamais posé la moindre question. Et la première campagne, alors nationale, c'est celle de Sarko qui a été pour moi l'une des plus belles campagnes à vivre quand on est militant. La campagne locale, c'est Jean-Yves Hugon. Pour sa réélection comme député, on est en 2007, en juin 2007. Et il y a un lien du coup depuis entre nous, parce que Jean-Yves Hugon, on s'est retrouvé du coup en 2014 quand il est devenu adjoint au maire de Gilles Averroux, c'est moi le directeur de cabinet. Et malheureusement, cette campagne, elle a été vraiment tragique parce qu'il fait un premier tour où il cartonne, c'est-à-dire qu'il met 10 points devant Michel Sapin, qui était son concurrent à gauche. Il doit mettre au moins 10 points de mémoire, enfin, sauf une météorite, il est assuré d'être réélu, quoi. L'entre-deux tours est assez compliqué et il perd à 300 de mémoire. J'ai jamais oublié le chiffre. De mémoire, je crois que c'est 320 voix à vérifier. 320, je dirais, ou 360. Je crois que c'est 320 voix près. C'est pas l'échelle de la ville de Châteauroux, où déjà c'est rien, 300 voix. C'est l'échelle de la moitié du département. Donc il perd à 0,0 quelque chose. Et je suis dans sa permanence de campagne qui est rue du Général Bertrand, mais je m'en souviens de tous les détails. Et moi je pleure. Et avec du recul, c'est quand même lui c'est quand même lui qui a le plus perdu. Et quelques semaines plus tard, j'ai mon bac. Chaque année, l'Annuelle République met en photo des jeunes qui ont le bac. Et cette année, la une, c'est 2 de mes amis et moi, en gros plan, en jouet, etc. Et j'avais pas de nouvelles de Jean-Yves, évidemment, je le laissais tranquille pour se remettre de la défaite. Et il m'envoie un texto, pareil, le texto, je l'ai jamais oublié. Quel plaisir de voir un sourire sur ton visage après les larmes d'il y a quelques semaines. Et on n'en a jamais reparlé ensemble jusqu'à mes 30 ans. Donc mes 30 ans, c'était en 2019. Et lui, c'était ses 70 ans. Et en fait, moi, je suis du 15 mai, il est du 16 mai. Donc on a fait un petit apéro ensemble, etc. Puis on a pris la parole et j'ai rappelé cette anecdote qui avait un peu ému Jean-Yves. Et à ce moment-là, Jean-Yves a rappelé que 70 ans et 30 ans et qu'à nous deux, on était centenaires. Mais voilà, ma première campagne, ça a été Jean-Yves Hugon, avec des souvenirs très forts et je pense qu'il nous lie. Et j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour lui parce que sans le savoir, c'est lui qui m'a mis en quelque sorte le pied à l'étrier. Et si on revient à toute cette période scolaire et fac, tu as quand même eu des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué? Dans le cursus scolaire ? Ouais. Ouais, j'ai une personne à qui je dois énormément, qui est mon prof de philo en terminale, qui s'appelle Florent Lillo, qui était un personnage. Hein. On imagine toujours le prof de philo vieux, etc. Non, Florent, c'était pas ça. La quarantaine, plutôt beau gosse, c'est-à-dire que une gueule entre Dubosc et Thierry Lhermitte, légèrement grisonnant, ça lui allait bien, les yeux bleu clair comme Thierry Lhermitte ou Dubosc, etc. Toutes les femmes étaient en pamoison devant lui, en plus prof de philo, donc a priori il était assez cultivé et du moins il était intéressant. Et moi j'étais donc j'ai dit que j'étais élève très moyen, mais surtout j'étais très je vais pas dire comment je pourrais dire ça, je vais rester poli, mais Dilettant. oui, dilettant, et puis je faisais le malin, voilà, je faisais beaucoup le malin, et très bavard en plus, mais ça n'a pas changé. Et moi, il m'a vécu des scènes où je m'en souviens toujours, c'est qu'un jour on avait un devoir et en fait personne n'avait fait le devoir. Il interroge le premier. Bah, désolé, j'ai pas fait. Il dit allez, tu dégages en heure de colle. Deuxième, troisième, et là on en est à la moitié de la classe. Il les vire un par un. Moi je sais que je l'ai pas fait. Je vois que ça se rapproche de moi, quoi. Ça arrive à moi, évidemment, tu dégages, etc. Et il y avait, il y avait toujours l'intello de la classe. Il y avait l'intello, mais qui était une vraie intello, hein, qui avait 19 de moyenne générale partout, etc. Et elle l'avait pas fait non plus. Et en fait, on est tous collés, sauf elle. Le cours suivant, mais moi j'ai pris ça comme une vraie injustice. Et je dis, mais alors parce que c'est l'intello de la classe et que effectivement ça va être la seule fois de sa vie qu'elle a que c'est tombé sur elle, pas de chance. Et je dis, mais c'est scandaleux. Et j'avais un sweatshirt rouge. Et il me regarde, il me dit, vous voulez une raison supplémentaire, vous pour avoir été collé? Je dis, bah, je suis bien curieux, oui. Il me dit, bah, j'aime pas le rouge. Mais là, alors moi, je commence évidemment à m'énerver. Et il me dit, bon, écoutez, alors, il faisait de la boxe, Lilo. Et il me dit, écoutez, on va régler ça tous les deux. Vous sortez, on va régler ça entre hommes. Et moi, je dis, bah, pas de souci. Et on sort de la classe, c'est une salle en rez-de-chaussée. Et je regarde mes petits camarades. Alors à l'époque, les smartphones n'existaient pas, mais ça commençait déjà à faire des photos. Je dis, vous prenez des photos. Hein. Si m'en met une, vous prenez des photos. Et on ferme la porte et il me regarde et il me dit, bon, vous avez de l'humour, je vous aime bien. Et c'est votre humour qui vous sauvera dans la vie. Il me dit ça. Et là où il m'a inspiré le plus, c'est que, encore une fois, j'étais le petit branleur, je faisais le malin, et puis et c'est tout.
Et il m'a dit une phrase qui, pour moi, je pense, a changé peut-être le cours de ma vie. C'est qu'à la fin de mon lycée, de la terminale, il me dit bon, vous allez faire quoi? Je ne sais pas encore, j'hésite. Il dit, en plus, c'était en 2007, donc année présidentielle, et on parlait beaucoup d'actualité. Et alors moi, du coup, j'étais très impliqué, donc on discutait beaucoup politique, etc. Il me dit pourquoi vous ne tenteriez pas Sciences Po? Moi, je dis attendez, monsieur, vous avez vu mes notes, enfin, j'ai pas ma place à Sciences Po. Et il me répond écoutez, je suis jury à Sciences Po, quand je vois les brels qu'on laisse rentrer, vous avez toute votre place. Et il me dit sérieusement. Belle phrase. Belle phrase. C'est pas un compliment, mais un encouragement, du moins. Mais après, il me dit non, sérieusement, tentez. Et je rentre chez moi et je dis à ma mère, maman, pourquoi je n'entrerai pas Sciences Po? Et elle me regarde, elle me dit, elle rigole, elle me dit, mon pauvre garçon. Elle me dit, et du coup, j'ai jamais tenté Sciences Po. Ah, tu l'as pas fait? Non. Et la petite revanche, ça a été quelques années plus tard où j'étais embauché par le directeur de Sciences Po pour être à son cabinet. Donc je travaillais à la direction de Sciences Po. Ça a été une petite revanche personnelle. Mais j'entends par là qu'en une simple phrase, il m'a ouvert le champ des possibles, Lilo. C'est-à-dire que je m'interdisais des choses et lui m'a fait comprendre que j'ai autant ma place que d'autres et que j'aurais pu essayer. On est toujours en contact, c'est devenu un pote, vraiment. D'ailleurs, on a convenu pendant l'été qu'il fallait qu'à la rentrée, qu'on dîne ensemble. Et j'ai une autre anecdote avec lui, c'est à 18 ans, donc on était à la fin de l'année scolaire, parce que je suis du mois de mai. Donc mai 2007, j'organise une petite fête chez moi pour fêter mes 18 ans. Et mon téléphone sonne, et moi, je suis en train de cuisiner. Et je demande à une amie de décrocher. Et elle décroche, parce que le numéro, je ne le connais pas. Elle me dit oui, oui, d'accord, bah, je vous le passe. Je sais qui. Elle me dit, c'est ton prof de philo. Pourquoi il m'appelle? Je décroche et je dis oui monsieur. Il me dit bon, comment on vient chez vous? Je dis comment ça? Il dit bah vous faites une fête non, j'ai entendu. Bah, on fait comment pour venir? Bon, je lui donne mon adresse et là il débarque. Il me dit bah vous allez peut-être m'aider non? Et là il ouvre le coffre et il y a des bouteilles de rouge qui étaient dans le coffre et il a été assez agréable pour nous laisser entre nous. Il est resté une demi-heure et puis il nous a laissé entre nous. On refaisait les papiers peints et j'avais le placo dans ma chambre, mais il n'y avait pas encore de peinture ni de papier peint. Et il prend un marqueur. Et j'ai encore la photo du mur. Et il marque à Xavier Elbaz, futur conseiller général de l'Indre, NB Bombac, Lilo. Et quand j'ai été élu maire, il m'envoie un texto, il me dit bon, c'est pas le conseiller général, mais à peu de choses, je me suis pas trompé. Donc voilà, c'est quelqu'un, Florent Lilo, qui a beaucoup compté et qui compte encore parce que c'est devenu maintenant un bon pote. Et j'espère, je ne le sais pas, mais que chaque élève à un prof qui, de manière ou d'une autre, l'a marqué et l'a aidé. En tout cas, moi, j'ai le mien et c'est lui. Ouais, cool. Tu parlais de New York? Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi tu pars à New York? Je pars à New York parce que j'arrête Sciences Po. Je travaille plus à Sciences Po et j'ai un ami qui me dit bon, écoute, j'ai une campagne, j'ai un candidat qui va être, j'ai un candidat pour les élections législatives de 2012 et à cette époque-là, il y a les premières circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire qu'au Sénat, il y a déjà des sénateurs qui représentent les expatriés, ok? Pas à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de députés des Français de l'étranger. Nicolas Sarkozy, en 2008, change la Constitution et met plein de choses. Par exemple, il limite les mandats présidentiels à 2. Un président ne peut pas être président plus de 2 mandats, etc. Et il crée 12 circonscriptions des Français de l'étranger. Donc, il y a 12 députés des Français de l'étranger. Le découpage est au poids du nombre de Français inscrits au consulat. Donc, la circonscription la plus petite, c'est la Suisse, ce qui est très amusant. Il y a beaucoup de Français, visiblement, qui sont installés en Suisse. La plus large, c'est Russie, Asie, Australie. Dans les autres, il y a l'Amérique du Nord, USA, Canada. L'ami en question me dit, j'ai une proposition d'un candidat d'hiver droite, ce ne sera pas le candidat officiel, qui veut que je fasse sa campagne. Écoute, moi je suis en France, j'ai ma femme, j'ai mon boulot, non quoi. Et moi, à ce moment-là, j'étais célibataire, j'avais pas de boulot, donc, et puis je parlais anglais. Donc il me dit, c'est peut-être pour toi. Donc je rencontre le candidat, et puis ça match. Et une semaine plus tard, je déménage à New York pour une année. Et ça a été une expérience extraordinaire. Je parle anglais, je me débrouillais. Et je suis devenu bilingue à ce moment-là, parce que je vivais dans le pays, et je vivais en plus en colocation avec d'autres Américaines, en l'occurrence.
Et puis on a voyagé, on a fait le tour des États-Unis, c'était formidable. Tu fais quoi? Tu t'organises des soirées? Ouais, c'est ça. On organise des réunions publiques, on travaille, à l'époque il y avait toute une stratégie web, on crée les documents de campagne, etc. Et puis, mais le gros c'était effectivement d'organiser des réunions publiques, c'est-à-dire qu'on allait dans toutes les grandes villes américaines, et il y en a beaucoup. On a accès, les candidats ont accès à ce qu'on appelle la LEC, la liste électorale consulaire. C'est comme la liste électorale en France, sauf qu'il y a une colonne en plus qui est l'adresse email. Et donc du coup, ce qui permet de faire campagne. Et donc du coup, on allait par exemple à Los Angeles, et puis 2 semaines avant, on envoyait un mail à tous les Français qui habitaient en Californie, ou du moins autour de Los Angeles. Et on leur disait, bah voilà, nous organisons une réunion publique dans le cadre des élections pour élire votre député, à vous, Français installés aux États-Unis. Et on le faisait, puis après, il fallait l'organiser. Donc, il fallait trouver la salle, le louer, payer le pot, organiser le pot à la fin, etc. La sonorisation. Enfin, voilà, c'était un vrai boulot de petites mains, mais dans un cadre incroyable. C'est-à-dire que quand moi, j'avais des potes qui faisaient les campagnes dans la Creuse, moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on allait à Los Angeles, à New York ou à Miami dans 2 semaines, quoi. Donc, c'était un peu plus sympathique. Qu'est-ce qui t'étonne le plus? Aux États-Unis ? Ouais. J'ai un regard très partagé parce que j'ai vécu une année formidable là-bas. J'ai beaucoup d'amis aux États-Unis. J'y retourne moins qu'avant, mais je retourne encore quelques fois. Donc j'aime beaucoup les États-Unis dans l'énergie, dans les possibilités. Pareil, on s'interdit rien. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est acteur d'une série américaine qui s'appelle 911, qui est le vendredi soir sur M6. Ça, je fais la pub. Je peux regarder. Et il vient à Paris, on passe un morceau de soirée ensemble, on se rencontre, etc. Dans un bar, on discute, etc. Et il me pose une question qui est très américaine. C'est-à-dire qu'on discute, je fais mon parcours, je suis maire et ça. Et puis il me dit, bon, je peux te poser une question. Tu réfléchis un jour à être président de la République ? Et moi, c'est très américain. Le mec, il voit le maire de Ville-du-Surindre, il se demande si demain, je veux pas être président de la République. Et moi, je lui dis, non, mais pardon, mais c'est con comme question. C'est comme si, alors lui, il est acteur de série télé, ce qui est très bien, extraordinaire. Mais c'est pas Leonardo DiCaprio, quoi. C'est ça que je veux dire. Il a pas, c'est pas, je cherche des grands acteurs américains qui ont été multi-oscarisés. C'est pas Tom Hanks, quoi. Mm-hmm. Si quelqu'un lui envoie ça, lui traduit, il va m'envoyer un message, il va me dire bah, c'est sympa les amis comme toi. Et je dis non mais c'est comme si toi je te demande si tu t'imagines demain recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Et il me regarde très sérieusement, il me dit bah évidemment, il dit, bien sûr que j'y ai pensé, il me dit et puis c'est mon objectif. Et le mec il me déroule son plan de carrière. Il me dit voilà, je sais quand est-ce que je voudrais arrêter de faire des séries télé, je sais qu'après il faut que je bascule à tellement de ma vie dans le cinéma, enfin, etc. Et le type me dit ouais bien sûr que j'ai pensé à être oscarisé. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien aux États-Unis, c'est que personne ne se met de limite, le succès est applaudi. Je pense que c'est aussi peut-être ce qui manque à notre pays, où je vois certains débats nationaux où il y a des gens comme Bernard Arnault qui sont applaudis dans le monde entier. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils rêveraient d'avoir Bernard Arnault, quoi. Première fortune, une des premières fortunes, si ce n'est en fonction des années, la première fortune mondiale. Il est français, on devrait être super fiers. Il a la tête de marques qui sont numéro 1 dans le monde, Louis Vuitton, etc. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Et nous, on a des débats nationaux en expliquant que c'est un salaud de patron et que la prochaine fois, il faudrait qu'on le pende sur la place publique, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et donc voilà, j'aime bien cette mentalité-là de prendre en exemple ceux qui réussissent. Ça ne veut pas dire que quand je dis ça ne veut pas dire que ceux qui ne réussissent pas, il ne faut pas les aider, il ne faut pas les accompagner ou qu'ils ne valent rien. Au contraire, moi, il y a des phrases également en France, à l'inverse, qui ont été dites sur la fameuse phrase j'aime bien les gares parce qu'on y croise ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Ça, c'est ultra choquant, c'est parce que personne n'est rien. Mais il n'empêche que ceux qui ont réussi, il faut dire chapeau, et puis il faut les montrer en exemple, il faut même leur demander des conseils, etc. Donc j'aime bien ça aux États-Unis. Ce que j'aime moins, c'est... mais plus je vieillis, en fait, plus j'ai un regard vraiment des fois abasourdi par ça. C'est-à-dire qu'il y a des débats qui sont vraiment au ras des pâquerettes. Il y a des choses où... mais c'est culturel, là aussi, il faut se mettre à la place des gens, à la place des peuples, etc., pour aussi comprendre ça. Moi, quand je parle avec mes potes américains, l'armement, quand je leur explique que
pour moi, je ne comprends pas qu'on puisse s'acheter des armes automatiques aussi facilement ou se balader avec un flingue dans la poche, etc. Mais après, pour eux, c'est culturel. C'est d'ailleurs les États-Unis sont construits sur cette liberté-là. Donc, Oui, puis il y a une mythologie du Far West il qui y a une est mythologie, ancrée. etc. Et puis, encore une fois, sur la construction des États-Unis comme pays indépendant, ça s'est fait notamment sur ça. Donc, il y a ça. Le droit à l'avortement, qu'il y a un débat politique à chaque élection, qu'il y a des gouverneurs, il y a des types qui se font élire en promettant de revenir dessus, et ils le font. En France, ça serait. Moi, je dis à mes potes américains, demain, il y a un Français qui dit, moi, sans même promettre, allez, revenir sur l'avortement, hein, simplement qui dit, bah moi, j'y suis pas favorable. Le type, il a perdu l'élection. Je connais personne, sauf évidemment quelques franges assez radicalisées, mais l'écrasante majorité du pays considère que ça a été une avancée sociale pour les femmes. Donc voilà, il y a quelques débats où je me dis qu'on est vraiment différents, quoi. On est vraiment différents. Ouais. Et de tous tes postes que tu fais là, et toute l'expérience, quels sont les grands enseignements, toi, que tu retires? Déjà, j'ai une philosophie, c'est que je ne mords pas la main qui m'a nourri. Voilà. J'aime pas les gens qui oublient ce qu'ils doivent à ceux qui les ont aidés à un moment donné. Donc j'ai toujours des bonnes relations avec mes anciens patrons, je suis toujours en lien avec eux. Là, celui pour qui j'ai travaillé de 2012 à 2014 dans le cabinet de relations institutionnelles, je l'ai encore eu par texto il y a quelques jours. Du coup, maintenant, en plus même, j'ai fait rencontrer Gilles Laviroux, qui travaille quelquefois sur des sujets. Ça, c'est des choses que j'aime pas trop, vous voyez, quand tu as tes patrons et tes anciens patrons qui sont ensemble et qui parlent de toi. C'est comme si tu as deux ex qui se retrouvent, quoi, qui parlent entre eux. Bah, c'est un peu gênant, quoi. Ça, je suis toujours un peu gêné de cette situation. Chacun m'a appris des choses différentes. Par exemple, justement, lui, le directeur du cabinet de relations institutionnelles qui s'appelle Bourri Talon et Associés, le cabinet, il m'a vraiment appris la rigueur. Parce qu'en plus, j'étais très jeune quand je suis rentré, je devais avoir 22-23 ans, donc c'est toujours le plus gros cabinet parisien de relations institutionnelles, donc il y avait beaucoup de pression sur le cabinet, il m'a appris la rigueur. Et ton job, c'est quoi? En fait, c'est un cabinet qui a des clients très différents. Ça peut être des ONG, c'est évidemment souvent des entreprises privées, et qui nous sollicitaient pour les faire rencontrer les décideurs politiques. Donc ça va de l'Élysée aux députés. Donc ça allait à des rendez-vous dans les ministères avec les cabinets du ministre pour expliquer que telle entreprise a telle difficulté et que, attention, il y a tel projet de loi, mais attention, tel dispositif, bah, vous ne vous rendez pas compte, mais ça a tel impact sur ces entreprises-là. Du lobbying, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, c'est le terme joli pour dire lobbying, hein, relations institutionnelles. Mais c'est exactement ça. À dessein, j'ai pas utilisé lobbying parce que je sais comment c'est pris. Moi qui ai travaillé dedans, je sais qu'il y a également beaucoup d'hypocrisie. Parce que ceux qui râlent, ceux qui sont les premiers à dénoncer les grands lobbies, etc. Il y a plein de belles ONG ou de belles associations humanitaires qui étaient les premiers clients, en l'occurrence des cabinets de lobbying. Et qu'est-ce qu'une ONG, si ce n'est que du lobbying, en l'occurrence? Donc le lobbying, c'est pas... Puis en plus, on a l'image du lobbying, on a le cliché du tabac ou du pétrole, quoi, ou des armes. Alors que c'est pas ça. Moi, je m'en souviens d'un des clients qu'on avait, c'était une toute petite mission. C'est le type, il avait créé, sa boîte avait créé le dispositif qu'on met sur les poteaux d'incendie et qui empêchait qu'on puisse forcer, qu'on puisse injecter de l'eau dedans. Lui, son truc, c'était, attention, si demain on introduit un produit dans le réseau d'eau par les poteaux d'incendie, il y a tout un risque sanitaire, sécuritaire, etc. Sauf que pour qu'on puisse utiliser son produit, il fallait une modification réglementaire, etc. Donc en fait, le lobbying, c'est pas évidemment les clichés qu'on en fait, ça peut être des choses très techniques. Là, c'est ce cas-là. On avait effectivement des ONG environnementales. À l'inverse, on avait des ONG environnementales. Et les mêmes qui dénoncent les lobbies étaient bien contents d'avoir recours aux lobbies pour défendre leurs intérêts, qui en l'occurrence étaient des intérêts, on va dire c'était l'intérêt général. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'à dessein, j'utilisais le terme relations institutionnelles, parce que je sais très bien en quoi ça résonne dans l'opinion publique, mais je pourrais parler longtemps de l'hypocrisie de ceux qui dénoncent le lobbying. Voilà. D'accord. Et Gilles Laviroux, il t'apprend quoi? Quand j'arrive, j'ai 25 ans. Et moi, j'ai travaillé, malgré mon jeune âge, que dans le privé. J'ai déjà fait plusieurs boîtes, mais que dans le privé. Et il me dit cette phrase, le premier jour, je suis dans mon bureau, et il me dit, écoute, on est totalement différents tous les deux, donc je n'ai pas de conseils à te donner. Moi, je n'ai pas besoin d'un clone. Si je te voulais, c'est parce que justement, on est différents. Puis attention, si quand même, tu es dans l'administration ici. Donc dès que tu demanderas quelque chose,
on dira toujours « c'est pas possible ». Et il rajoute « quand c'est le cas, demande pourquoi ». Eh bien, une fois sur deux, la personne en face de soi ne s'y attend pas, n'a pas de réponse et ne saura pas quoi te répondre. Bon, c'est que c'est possible. L'autre moitié, on va dire, il y a un texte, il y a une loi, il y a un décret. Demande à ce qu'on te l'imprime et qu'on te le présente. Et une fois sur deux, ils reviendront jamais. Donc c'est que c'est possible. Et l'autre fois, ils vont évidemment te l'imprimer. Oui, il y a un truc. Bon, tu verras qu'en général, c'est eux qui surinterprètent la réalité du texte et qu'ils surprotègent les choses, etc. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Et ça a été souvent un moment d'amusement entre nous. C'est que pendant une bonne année, la première année de mandat, souvent, on demandait des choses et puis on nous disait cette fameuse phrase « c'est pas possible ». C'était pas un cliché, c'était vrai. Après, l'énergie et le volontarisme de Gilles Averroux fait que les équipes à l'hôtel de ville ont vite compris son fonctionnement et on l'a plus jamais réentendu, cette phrase. Mais il m'a appris à pas lâcher l'affaire. Et j'ai des exemples, on peut en parler à Villedieu, où on pourrait me prendre pour un fou, ou des choses où on m'expliquait que c'est pas possible. Et je leur ai dit on en reparle dans un an. Et au bout d'un an d'âpres combats, sur des détails, mais on en parlera, j'ai des histoires un peu folles, ça a été rendu possible. Et d'ailleurs, quand je deviens maire de Villedieu, ma première réunion avec mes collaborateurs ici, je leur ai dit, je leur ai raconté cette histoire. Je vais vous dire comment j'ai été éduqué, moi. Et je leur ai dit, voilà, le maire de Châteauroux, voilà ce qu'il m'a dit. Et je dis, écoutez, ce sera pareil ici. Ne me dites jamais que c'est pas possible. Après, il y a d'autres considérations. Il y a un coût financier, il y a quelque chose. Mais ça, c'est autre chose. Mais par principe, qu'on me dise pas que c'est pas possible. Et justement, qu'est-ce qui t'étonne quand tu arrives ici ? C'est très différent. Moi, on m'a posé un jour la question pourquoi tu es maire de Villedieu, parce que finalement, tu es déjà directeur de cabinet à Châteauroux, c'est une plus grosse ville, etc. Mais je dis, mais c'est pas pareil, je suis pas le maire, moi, je suis pas le patron. Moi, Gilles Averroux, c'est un grand garçon, il prend ses décisions, moi je suis là pour conseiller, pas pour décider. C'est-à-dire que des fois il m'écoute, des fois il m'écoute pas. Souvent, quand il m'écoute pas, c'est lui qui a raison. Il a ces intuitions-là, il a cette connaissance-là, etc. Donc, déjà, quand j'arrive, c'est différent. C'est-à-dire que je suis pas numéro 2, je suis numéro 1. Et je préfère. Et ça me va plus, ça. Mais je découvre ce que j'ai finalement. Pour l'instant, je suis à 3 ans de mandat. La leçon, j'en tire plus, c'est la bureaucratie française. Mais ils le savent, moi, la préfecture, je suis sûr qu'ils me détestent. Je suis sûr quand je les appelle, ils me disent « Ah non, il y a l'autre encore qui appelle ». Mais j'étais encore, parce que j'ai pété un plomb au téléphone, où j'ai préféré dire non à une subvention, parce que c'était kafkaïen, les dossiers à remplir. Ils m'ont dit « Ok, calmez-vous, venez, on va le faire ensemble ». Donc j'étais hier matin en préfecture pour qu'on fasse le dossier ensemble. Pourtant, j'ai 34 ans, je sais à peu près remplir un document CERFA, quoi. Mais il y a des choses, mais à devenir fou. Et moi, mes collaborateurs, je leur ai dit, il y en a un, celui qui avait l'habitude de remplir ça, mais qui est parti pour une petite mission aux Jeux Olympiques pendant 1 an et demi. Je l'ai eu au téléphone, je dis, quand tu reviens, toi, faut que je t'augmente. Je te paye pas assez pour ce que tu fais, à se taper la tête contre les murs. Et donc, c'est la bureaucratie à la française. David Lisnard, le maire de Cannes, qui est le président de l'Association des maires de France, a cette belle expression. Il parle de la République des CERFA. Je trouve que c'est vrai. Je trouve qu'ici, mais des fois, on me dit, vous avez rempli le CERFA. Je sais même pas. Ils inventent le CERFA pour tout. Et j'ai un exemple très concret. Je demande une subvention à l'État, à la préfecture, pour rénover, faire l'isolation thermique de la mairie. Et vous avez une plateforme en ligne, démarche simplifiée. Alors, qui n'a de simplifié, évidemment, que le nom. Et je demande 2 subventions différentes. Mais c'est l'État qui paye, les 2. Évidemment, il faut que j'emplisse 2 dossiers différents. Et il y a des petites astérisques rouges, mais on a l'habitude. Quand on remplit un formulaire sur Internet, il y a ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Je m'embête pas, je remplis que ce qui est obligatoire. Puis moi, on m'envoie un message, parce que c'est bien fait, normalement, l'outil, il y a une messagerie. C'est bien fait pour emmerder les gens, l'outil, voilà, c'est ça. Il y a une messagerie interne, et j'ai un monsieur, certainement très sympathique dans la vie, qui me dit, bonjour monsieur le maire, vous n'avez pas rempli le reste. Je dis, j'ai pas rempli parce que c'est pas obligatoire. Il me dit, ah oui, mais si vous le voulez, pour nous, c'est obligatoire. Bon, là, en temps normal, j'aurais dit hors de question que je le fasse, par principe. Bon, j'avais quand même besoin de l'argent pour mon projet, donc je le remplis. Mais je ne remplis pas tout. Et il fallait la preuve de propriété de la mairie. C'est-à-dire qu'on me demandait de prouver que la mairie appartenait à la mairie. Je me dis, non, mais là, on se moque de moi, donc je ne remplis pas. Et cette personne m'a renvoyé un message pour dire, il manque la preuve de propriété de la mairie. Là, j'ai pris mon portable, je l'ai envoyé un texto au préfet. Je dis, attends, on se moque de moi, là. Enfin, je veux dire, on est chez les fous. Le préfet, ça l'a amusé. Voilà, il m'a répondu, il m'a donné raison, donc j'étais satisfait. Mais on en a rigolé après. Mais je dis, mais vous vous rendez compte ? Pareil, l'école, je veux végétaliser la cour d'école. Il y a un plan national, je demande la subvention.
La même histoire, on me demande de montrer que la mairie... Sauf que la loi oblige, même si je voulais pas être propriétaire, j'ai pas le choix. C'est dans la loi, le bâti scolaire appartiennent aux mairies. Qu'on le veuille ou pas, c'est la loi. Il me demande de prouver que je suis propriétaire. Je dis, mais écoutez-moi bien, même si je le voulais pas, je serais obligé, c'est la loi. Et c'est l'une des premières choses qu'on vous apprend quand vous êtes maire, quoi. C'est que les écoles, c'est vous. Voilà. Le collège, c'est le département, les lycées, c'est les régions. Et donc bon, je lui ai fait parce que j'avais besoin de l'argent pour mon projet. Mais ça va se rendre fou. Et là, le dernier truc, c'est pareil, toujours la même chose, dossier de subvention pour les vidéoprotections. 4 pages de dossier. À chaque fois, on me demande la personne référente à la mairie, le nom, le numéro de téléphone. Donc, 4 fois dans le même dossier. Et à un moment, je n'ai pas oublié de mettre le numéro de téléphone. Donc, on me demande de le mettre. J'ai envie de répondre, mais enfin, rajoutez-le. Vous avez bien vu que c'est le même nom, les 4 pages avant, et qu'apparaît 10 fois. Et puis, c'était en ligne. Sauf qu'en ligne, le dossier, vous ne pouvez pas le modifier. Donc, il faut le supprimer et le refaire. Et vous passez évidemment 3/4 d'heure, quoi. Et voilà. Donc je pourrais être, mais je crois que je vais écrire un bouquin. En plus, je le dis, mais je pense que je vais le faire sur l'expérience. Les gens ne s'imaginent pas. Un exemple dans ce qui peut être ubuesque, c'est quand tu deviens maire de Villedieu, tu deviens président du golf. Le golf appartient aux collectivités, tu deviens président du golf. Et on réunit du coup les représentants de toutes ces institutions autour de la table, ce qu'on appelle un syndicat mixte. Et la première réunion, comment on pourrait développer le golf? Et ce qui ressort de cette réunion, c'est il n'est pas assez visible, il n'est pas assez connu, il est derrière des grands murs. Et quelqu'un dit, ce serait peut-être bien qu'on mette un beau panneau sur l'autoroute, les panneaux d'intérêt touristique et patrimonial ou culturel. Les panneaux marrons. Les fameux panneaux marrons, il y a par exemple le musée Saint-Roch d'Issoudun, on a l'abbaye d'Éole, on a le château de Valençay, etc. Et il y a le château Raoul de Châteauroux. Je dis, bah oui, on va le faire. L'autoroute A20 dépend de la DIRCO, la direction interdépartementale des routes du centre-ouest. Ça, faut connaître. Je trouve le numéro de la responsable, je l'appelle. Alors, il faut savoir que ceux qui l'ont, ils n'ont pas payé. Hein. Les villes n'ont pas payé. La région a payé. Je pense que le département également a payé, mais les villes n'ont pas payé, ou alors vraiment pas beaucoup, mais je crois qu'elles n'ont même pas payé du tout. Et puis l'État a payé sa part également. Donc, je crois que c'est l'État et la région d'ailleurs, et sûrement le département. Et je dis, je vous mets à l'aise, le golf paiera. Donc ça coûte à rien. Donc à part vouloir m'emmerder, il n'y avait pas de raison de me dire non. Et au bout du téléphone, j'ai une dame qui me dit, ah mais c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? Elle me dit, ils ont tous été changés il y a 3 ans, en 2017. Je dis, d'accord, très bien. Et c'est quoi la loi? C'est qu'il faut attendre combien de temps? Puis elle me dit, je comprends pas votre question. Je dis, une fois qu'ils sont changés, la réglementation dit que c'est pour combien de temps le prochain changement? Elle me dit, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de règle. Je dis, alors là, c'est moi qui ne comprends pas, madame. Je dis, vous venez de me dire qu'on ne pouvait pas parce que ça venait d'être changé. Elle dit, non, mais après, vous comprenez bien simplement que ça vient d'être fait, qu'on ne va pas remodifier. Je dis, mais je demande à rien, je demande juste d'en rajouter un, que je paye. Je vois pas le souci. Puis elle me dit, et puis en plus, un golf, non, ça rentre pas dans ce qui est autorisé. Sauf que j'avais fait un peu mes devoirs et j'avais des photos d'autres régions en France où il y avait des golfs. À mon sens, il y a de grandes chances que ce soit des golfs privés. Nous, en plus, c'est un golf qui est public, qui appartient aux collectivités. Donc, bon. Je dis, qui décide là-dedans? Elle me dit, c'est le préfet de région. Je m'en occupe. Donc, je fais lettre au préfet de région, lettre au préfet de l'Indre, évidemment, lettre au préfet de région, lettre à la ministre des collectivités, lettre au ministre des Transports, lettre au ministre des Sports. Bon, les ministres me disent tous, on a transféré au préfet. Ça, merci. C'était pour transférer ma lettre au préfet. Je n'ai pas attendu, je l'ai appelé le préfet. Je lui ai écrit une lettre tout de suite. Et je pars de vacances à l'été 2020, je rentre et il m'a fait une autre proposition dans le courrier et c'était le panneau blanc quand ceux qui prennent la sortie pour Grande-Éole, il y a un panneau blanc avec marqué prochaine sortie Mac 36. Mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas du tout la même chose. Et j'envoie à Gilles Averrousse, qui est vice-président du golf, parce qu'encore une fois, il appartient à Château Métropole également le golf, et il me répond par texto, c'est tout pourri. Et donc du coup, je leur envoie la capture d'écran du texto et je dis voilà la réaction du maire de Châteauroux à votre proposition. Donc non, c'est pas ce que je vous demande. Et il m'envoie un texte de 200 pages très technique qui devait m'expliquer pourquoi c'était pas possible. Je me tape les 200 pages, il n'y a rien qui interdisait. Je dis, on va arrêter les bêtises, ça va faire maintenant plusieurs mois. Rien de ce que vous me dites justifie de m'empêcher de le faire. Donc encore une fois, soit on le fait, soit vous me donnez une bonne raison. Et là, ils me sortent un vague décret des années 70 qui explique que ces panneaux-là doivent être limités à 10 panneaux par tronçon de 50 km. Mais par principe, un tronçon, c'est glissant, c'est un tronçon. Oui. Donc, je prends ma bagnole
Et j'appelle à la maison, je dis bon, bah, m'attends pas pour manger, hein. Et du coup, je fais 50 km avant Villedieu, 50 km après, 100 km dans un sens et 100 km dans l'autre. Donc je fais 200 bornes ce soir-là. Chaque panneau, je le mets sur une croix, sur une carte, etc. Je rentre, sur une carte, je mets à l'échelle, je mets les panneaux, puis avec une règle, et là, là, il y en a 9. Sur le tronçon, sur ce tronçon-là de 50 km, il y en a 9. Le lendemain, je leur dis, bah, écoutez, je vous propose d'en mettre un entre là et là, il n'y en a que 9. Enfin, s'il y en a 11, mais bon, un de plus, un de moins, vous avez déjà un de trop, donc vous n'avez pas deux de trop, quoi. Et le préfet de l'Indre, qui était Thierry Beugnier à l'époque, me dit, bon, vous pensez à emmerder tout le monde avec votre panneau, donc bon, on va vous dire oui. Mais en plus, j'en demandais pas. Je dis, non, mais attendez, vous me rendez pas service en me disant, c'est pas, enfin, je vais pas en plus vous dire que je vous en dois une, hein, parce que je vous dois rien. Je suis encore une fois, c'est pas une faveur que vous me faites. Et il me dit simplement, faut que je trouve une solution pour dire oui à vous et non aux autres, parce qu'évidemment, beaucoup voudraient. Je dis, ah bah ça, après, chacun son boulot, c'est le vôtre. Et on est en décembre 2020. Et je reçois une lettre du préfet qui me dit qu'il a l'honneur de m'annoncer qu'on l'aura. Donc Thierry Beugnier, le préfet de l'époque, a été super sympa et vraiment, je lui en suis redevable, etc. Et je vais faire un texto. Je prends la lettre en photo et je l'envoie au président de Châteauroux Métropole, au président du département de l'Indre de l'époque, qui était Serge Descoux, et au président de la CCI. Et j'étais en mode victoire. Mais vraiment, c'était, ça avait fait mon mois, ça. Et je leur dis, je sais que pour vous, c'est peut-être un détail, mais je dis, mais on s'est tellement battu pour avoir un panneau. Et ben voilà, je trouve que c'est très symptomatique. Enfin, tu te rends compte, je pense que la majorité n'aurait pas pris la peine d'aller faire 200 bornes, d'aller compter les panneaux, etc. Mais dans ce cas-là, le type serait fait avoir, quoi. Il aurait cédé. Il a fallu se battre comme un chien pour installer un panneau qu'on a payé à 100%. Et encore une fois, à part m'embêter, je vois pas pourquoi, mais je pense qu'en fait ça les ennuyait. Ils disent bon non, on n'a pas envie, quoi. Et donc voilà, donc ça montre vraiment là encore la bureaucratie et la force de l'administration qui empêche, et c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise beaucoup dans cet échange, qui est libérer les énergies, mais parce que je pense que c'est ça. Je pense que on a un beau pays, mais qu'on est entravé par des réglementations, par des normes. Et bon, ben, voilà, là c'était un exemple où il a fallu se battre comme un chien, rouler 200 bornes, compter les panneaux pour enfin avoir le droit de poser notre panneau. Hier soir, par exemple, je rentrais par Grandéole et je l'ai vu. Et d'ailleurs, il faut que je le réécrive parce que je trouve qu'il y a un peu trop de végétation et on voit plus trop Villedieu-sur-Indre. Donc, il faut que je leur envoie un email pour leur demander de tailler un petit peu la végétation. Ok. Donc voilà, ce que j'ai appris, c'est comment la bureaucratie française tue à petit feu ce pays et les bonnes intentions. Première chose. La deuxième chose, c'est la place du maire dans la société, et notamment auprès des habitants. Dans une époque dans laquelle on est, où les politiques sont décriées de manière générale, les maires ont encore une importance. Les gens respectent leur maire. Évidemment, on trouve toujours des cas particuliers, il y a des cas médiatiques, etc. Mais l'écrasante majorité des Français sont très respectueux. Et puis le maire, il fait partie de la vie des Français à tous les instants de la naissance. Une naissance, déjà, c'est moi qui. Alors, il y a peu de naissances, mais il y en a quand même eu à Villedieu-sur-Indre. On fait les actes de naissance, on fait la lettre de félicitations aux parents, on marie les gens, et ça c'est quelque chose que j'adore, faire les mariages. C'est un moment, si ce n'est joyeux, au moins le plus joyeux dans la vie des gens. On est là pour les moments les plus difficiles, pour annoncer les décès. On est là pour... c'est terrible, mais ça, je ne savais pas qu'on faisait ça quand on était maire, mais on ferme les cercueils, par exemple. Donc on est là dans les moments également difficiles. Donc on est là dans toutes les étapes de la vie des habitants. Donc on compte dans le cœur des gens et c'est valorisant. Donc, quand il y a ces moments très agaçants, voilà, il y a quand même ces moments un peu sympas où on est auprès des habitants et puis et ils sont reconnaissants pour le boulot qu'on fait. Mmh. Et sur ces 3 ans, quelle est la réalisation dont tu es le plus fier ? Il y en a plusieurs. Alors, je suis désolé, hein. Je sais que tu as peut-être une seule réalisation, mais j'en ai plusieurs. Faut j'ai qu'une. Ah, qu'une. Embêtant, ça. Non, mais vas-y. Non, c'est difficile. Il y a les 2 priorités dont j'ai parlé, c'est-à-dire baisser les impôts, parce que tout le monde m'a dit de ne pas le faire. Tout le monde m'a dit non, mais t'es fou, ne le fais pas. Je dis non, mais je l'ai promis. Il me dit oui, bon, c'était pas grave, c'est parce que tu l'as promis. Mais franchement, j'étais outré parce que c'est pas comme ça que je veux faire et c'est pas ce que je veux être. Donc au contraire, quand je promets les choses, j'ai vocation à le faire. Donc il y a ça. Les bus, les transports publics en accès gratuit, parce que ça, tout le monde m'a dit oui, bon, il l'a promis, mais il le fera pas. Voilà. En fait, c'est les points où vous me croyez pas et que j'ai réalisé, ça me rend fier.
La troisième chose, c'est dès notre arrivée, le premier gros chantier, ça a été de transformer tout l'éclairage public en LED. Mais on passait de presque rien, c'est qu'on devait avoir 2 ou 3% d'éclairage public en LED. On est passé en une seule tranche. D'habitude, les villes le font en plusieurs tranches, etc., en plusieurs années. On l'a fait tout en un seul coup et on est passé de 2 à 100% de LED. Et ça a divisé par 2 la consommation électrique. Alors, pas en euros, parce que le prix de l'électricité a augmenté. Ça se voit presque pas, en fait, financièrement. Oui. Ah non, presque pas. Ça nous a économisé, mais c'est mais peanuts, quelques pourcents. On a eu la moitié, presque divisé par 2 en consommation électrique. Mais en euros, c'est une baisse de 5%. C'est un investissement, là. Ouais, bien sûr, c'est un investissement. Alors après, c'est ce que je dis à ma responsable des finances. Elle me dit tout ça pour ça. Je dis non. Combien on aurait payé si on ne l'avait pas fait? Donc, on a calculé le kilowattheure consommé à l'époque au prix actuel. On aurait payé évidemment beaucoup plus cher encore. Mais ça, c'était parce que je trouve que c'était très bien de le faire, qu'il y a eu la crise énergétique. Et on s'est dit, heureusement, du coup, qu'on l'a fait, que c'est valorisant. Et voilà, c'était un premier projet très sympa et sur lequel on a eu du nez et on s'est dit qu'on a eu raison de le faire. Et du coup, étant maire, tu te réconcilies un peu avec les maths? Et surtout, j'ai appris quelque chose, c'est qu'il faut s'entourer de très bons collaborateurs. C'est surtout ça. Bah, non, mais personne est très bon partout. Et je connais mes limites. Et pour le coup, j'ai une collaboratrice qui gère les finances, qui est extraordinaire. Déjà sur 2 points, c'est qu'évidemment, elle est très bien dans ce qu'elle fait. Elle est excellente. Et surtout, elle est là depuis bientôt 20 ans. Donc, elle a tout l'historique, elle connaît tous les sujets, tous les projets, etc. Donc, c'est très aidant d'avoir des gens qui connaissent le passif de la collectivité. D'accord. Xavier, pour finir, j'ai quelques dernières questions. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller? Oh, une série, oui, une série, oui. J'adore les séries télé. Ouais, mais ça va vraiment donner. Je l'ai dit, mais les gens ils vont se dire si c'est lui, ça va nous faire flipper. Non, mais si je dis la vérité, j'ai dévoré la série House of Cards. Alors bon, ça fait flipper parce que c'est quand même l'histoire d'un politicien qui est prêt à tout, jusqu'à tuer d'ailleurs, pour arriver à son but. Mais je trouvais le concept, c'est-à-dire l'acteur qui se tourne vers la caméra et qui s'adresse aux téléspectateurs, qui explique pourquoi il vient de faire cela. J'ai trouvé le concept super sympa, super innovant. Et à l'inverse, un autre concept et une autre série que j'ai adorée voici quelques années, qui était 24 heures chrono, avec Jack Bauer, avec le concept une saison c'est 24 heures et un épisode c'est 1 heure. Ça mettait un rythme incroyable. Et à tel point à l'époque c'était diffusé sur Canal+, que Canal+ faisait même des nuits où il mettait à la fin tous les épisodes d'affilée. Et du coup, on pouvait regarder, on pouvait suivre la journée, le temps d'une journée entière, et ça rythmait, et le concept était extraordinaire. Ouais, et puis il y avait des écrans splittés et tout. Oui, mais c'était extraordinaire à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, c'était extraordinaire. Et puis, voilà. Donc finalement, je me retrouve. En fait, j'aime bien les séries qui ont des concepts un peu particuliers, et c'est sympa. Question musique. Ouais. Tu bosses en écoutant de la musique? Oui. Ouais. Ok. Alors, je bosse en écoutant de la musique, et je chante. Alors, le souci, c'est que j'adore chanter, mais je suis très mauvais chanteur. Donc ça, c'est un peu gênant pour les collaborateurs. Alors, j'écoute. La réponse bateau, c'est que j'écoute de tout, ce qui est vrai. J'écoute surtout la variété française, donc ça va des années 60 à aujourd'hui. C'est assez large. Mais j'ai un souvenir à Châteauroux, il est 19h, plus personne dans les bureaux, et dans ce cas-là, je mets la musique un peu fort. Et j'ai la femme de ménage, Jamila, si elle écoute ça comme ça, elle se reconnaîtra, qui a été notre femme. Je crois qu'elle part à la retraite là, prochainement, donc elle a été notre femme de ménage pendant près de 10 ans. Et elle rentre dans le bureau, elle me dit « Mais c'est toi qui écoutes ça ?» Et je dis « Oui ». Et elle me dit « Mais c'est des chansons de vieux ?» Et je dis « Bah oui, j'aime bien ». Et le deuxième anecdote que j'ai là-dessus, j'ai une voiture de service au cabinet du maire à Châteauroux. Rattaché au cabinet, donc en général, c'est moi qui l'utilisais, parce que maintenant on n'en a plus, et puis de toute façon je l'utilisais pas beaucoup, mais le peu qu'il utilisait, c'était moi. Et donc j'avais programmé mes stations. Donc il y avait Nostalgie, MFM, RFM, Chérie FM. Et je la prête au regretté, parce qu'il est décédé, c'était Christophe Baillet, qui était adjoint au maire en charge de tout ce qui était environnement et économie d'énergie, qui a fait un boulot extraordinaire d'économie d'énergie à Châteauroux, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Il a besoin de la voiture de cabinet, donc évidemment il la prend, et il me la rend, et il a modifié toutes les stations. Pour mettre sa pop rock des années 80, je déteste. Donc il y avait RTL2, Virgin machin, etc. En fait, c'est un détail, mais ça m'a agacé. Mince,
tu remets les stations, tu rends la bagnole quand tu l'as trouvée, quoi. C'est comme quand tu prêtes ta bagnole et qu'on te la rend et elle est sur la réserve, quoi. Mais c'est insupportable. Donc je descends d'un étage et je vais gueuler. Et je dis, mais c'est scandaleux. Alors, je m'énerve avec du recul, on se dit qu'il y a vraiment des trucs qui en valent pas la peine. Mais ça m'a agacé ce jour-là. Et Christophe me dit, mais attends, c'était que des radios, Nostalgie, MFM. Je pensais pas que c'était toi qui écoutais ça. Je dis, mais bien sûr que si, je suis très attaché. Donc je suis désolé, la prochaine fois, tu me dérègles pas mes radios. Et donc voilà, donc j'écoute plutôt de la variété. Et après, si je regarde dans mon téléphone les dernières chansons que j'ai téléchargées, c'était quoi Dernière chanson, j'ai Hold On de Cordova Street. J'ai la pub, ils ont une nouvelle pub pour l'espace, la Renault Espace. Et il y a une pub qui est sympa avec une chanson qui est un peu remixée, donc il y a ça. Là, c'est un peu vieillot, mais ils l'ont remis au goût du jour. Enfin, c'est ma génération, c'était Kyo, leur première chanson qui était Dernière Danse. Ils viennent de refaire pour les 20 ans, je crois, avec Cœur de Pirate. Donc j'ai téléchargé. J'ai du Serge Gainsbourg, j'ai du Angèle. Et puis après, j'ai quelques petits remixes de chansons des années 80. Voilà, des versions comme I'm So Excited ou Stand By Me qui sont remixées. Et on est allé voir le dernier match de la Berrichonne qui était à Paris 13 contre Paris 13, le fameux match de la saison dernière. Et donc, avec quelques potes, qui notamment Romain Grange, Nolan Roux et Paul Delecroix, le gardien, mais qui était blessé, on décide d'y aller. On y va tous les quatre en voiture. Et c'est Nolan qui conduisait et il m'a fait découvrir beaucoup de chansons de remix. Alors, du coup, j'enregistrais tout et j'ai tout téléchargé. Donc, ça, c'est les chansons, les remixes de Nolan. Voilà. Sur le parking de la mairie, il y a le drapeau de la ville, Pontignacum. Pontignacum, oui. Ouais, ça c'est quoi? Ça, c'était le nom historique de Villedieu-sur-Indre. Villedieu-sur-Indre, c'est pas toujours appelé Villedieu-sur-Indre. En fait, il faut savoir que Villedieu, c'était un croisement de voies assez importantes. Je ne parle pas de voies il n'y avait pas les départements à l'époque, mais ce n'était pas des petites voies locales. C'était des voies nationales, si on peut dire pour l'époque. Des routes. Des routes romaines, mais assez majeures. Et on était au croisement. Et donc, il y a une vraie histoire gallo-romaine. Et donc, ça a été l'un des noms historiques les plus anciens de Villedieu-sur-Indre, de Pontignacum. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toujours tendance à dire à Villedieu que quand vous creusez, vous tombez toujours sur quelque chose. Et on a on a trouvé. En fait, il faut savoir qu'au musée de Châteauroux, et là, ça aussi, c'est un de mes combats, ça aussi. Tu veux faire revenir des œuvres ici? Mais exactement. Mais il y a eu des combats homériques et des colères homériques avec les services des musées de Châteauroux, hein, vraiment. Et, parce qu'on m'a répondu la fameuse phrase, c'est pas possible. Voilà. Et moi, il faut pas qu'on me dise ça. Donc j'ai pris un avocat. Mais vraiment, je suis allé jusqu'au bout. Hein. Et j'ai fait faire des études juridiques. Et puis c'était possible. Donc ça m'a agacé. Et donc voilà, on est en train. C'est un combat qu'on est en train de mener. Je pense qu'on devrait y arriver. Ah, voilà. Génial. Donc on devrait en ramener quelques-unes. Mais on a trouvé beaucoup de choses. Il y a des bustes entiers, hein, des bustes qui ont été trouvés, des sarcophages, etc. Enfin, à Villedieu, c'est une vraie mine archéologique. Ça pourrait être l'Argentomagus de la couronne Castelroussine. Donc voilà, Pontignacum, c'est le nom historique. J'ai cru que tu allais me parler d'autre chose qui marque Villedieu, qui est sur l'église, le République française. Je ne sais pas si tu as vu, mais la République française. Ouais. Bon, non, ça, tu t'en fiches. Tout le monde m'en parle, à tel point qu'on a dû mettre un totem historique, parce qu'on avait marre que les gens nous appellent ou s'arrêtent en mairie, et ils se prennent en photo, etc. Ah oui, parce qu'ils trouvent ça choquant? Souvent, ceux qui reviennent vers nous, alors, c'est soit de la curiosité, soit moi, je reçois des messages pour me faire engueuler. Ça va faire bientôt 150 ans que c'est écrit, que j'y suis pour rien, évidemment. Mais comme elle a été rénovée et que la peinture a l'air plutôt neuve, ils pensent que c'est nous, mais pas du tout. En fait, cette partie de l'église avait été construite illégalement. C'est-à-dire qu'ils avaient construit sans accord de la mairie sur le domaine public. Et qu'à l'époque, on voit tout l'historique, toutes les conversations dans les délibérations du conseil municipal. Et qu'à l'époque, le maire et le conseil municipal avaient ordonné de faire cesser les travaux. Rien n'a été fait, que le clocher il s'est construit. Et donc, du coup, on a, dans une délibération, le conseil municipal dit si c'est comme ça, puisque ça a été construit sur le domaine public, le conseil municipal ordonne de faire peindre République française. Ah ouais. Donc, il y a une petite histoire sympathique sur la République française qui attise beaucoup de curiosité, mais on n'est pas la seule, puisqu'à Châteauroux, je crois qu'il y a, c'est sur l'église Saint-André, il y a République française également, ou Liberté, Égalité, Fraternité, mais je crois que c'est République française également. Mais là, pour le coup, je ne connais pas l'histoire. D'accord. Bon, merci en tout cas. Le petit moment Stéphane Bern. Exactement. Dernière question, Xavier, Oui. qui est toujours la même Non, sur le podcast. Oui, c'est quoi? C'est quel est ton endroit préféré en Berry? Ok. Mon endroit préféré, c'est le lac de Belle-Île. D'accord. Parce que je trouve que c'est un site en cœur de ville, c'est extraordinaire. Alors ça va faire rire évidemment, mais
toute proportion gardée, c'est notre Central Park à nous. Mais quand j'en parle moi à mes potes, je dis, qui sont pas de Châteauroux, je dis, mais en fait, c'est le Central Park de Châteauroux. C'est c'est vrai. un endroit qui est assez grand quand même, de verdure en plein cœur de ville. C'est l'équivalent pour New York. Proportionnellement, je suis sûr que c'est la même chose. C'est l'équivalent à New York de Central Park. Regarder. Et il y a quelques années, j'avais dit à Gilles Laverousse, et c'est aussi ça qui est agréable de bosser avec lui, c'est qu'il laisse les énergies se libérer, etc. Et je trouvais qu'il y avait du vrai potentiel, qu'on pouvait développer le site. Et je dis, est-ce que tu m'autorises ? Je te fais des propositions, un programme de développement de Belle-Île. Il me dit, ok, pas de souci. Tu le fais valider par l'adjoint aux travaux, etc. Donc j'avais fait tout un programme. Ça allait, on avait installé les tables pour jouer aux échecs. Ça, je l'ai piqué de Central Park pour le coup. Je trouvais que c'était très charmant. Il y avait c'était quelque chose, de très charmant dans ces belles tables pour jouer aux échecs. De changer le sable de la plage. On ne sait pas, mais en fait, c'est évidemment le sable est amené, c'est pas naturel. De faire un city stade. Il y avait qui a été fait depuis, d'installer le Wi-Fi, c'est ce qu'on avait fait, etc. Et c'était super agréable parce qu'il a dit oui à tout. Donc on avait à ce moment-là amélioré vraiment le site. Et je pense qu'on peut encore faire pas mal de choses dans cet endroit qui est en plus c'est un site qui est très iconique à Châteauroux. À Châteauroux, tout le monde connaît, tout le monde est allé au moins une fois à Belle-Île. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup et puis on y fait du sport, on peut aller se balader, on y va en famille, on y va entre amis, il y a la guinguette, etc. C'est un site pareil qui rassemble tous les Castelroussins chaque 13 juillet au soir pour le feu d'artifice. Voilà, pour moi c'est un endroit qui compte et qui en plus est un endroit naturel et qu'on peut s'y détendre. Merci Xavier en tout cas. Merci à toi surtout. Je suis pressé que évidemment tu vas en avoir 150 à faire depuis, mais quand tu auras épuisé, que tu reviennes, qu'on fasse une autre saison. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Salut beaucoup. Xavier, ciao. À plus tard. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à suivre Xavier Elbaz, très actif sur les réseaux sociaux, et je mets sur Facebook et LinkedIn les liens évoqués dans l'épisode. Merci à tous les auditeurs qui mettent des étoiles et des pouces sur les plateformes ou les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du côté de Sainte-Lisaigne avec un invité très inspirant. D'ici là, prenez soin de vous et soyons curieux.